Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Néo Forum pour un nouveau numéro de décryptage. En République démocratique du Congo, le quartier de la Gombe a été témoin dimanche dernier de coups de feu qui ont retenti à Kinshasa, la capitale. Dans ce quartier se trouve la résidence de Vital Kamerhe, un des proches alliés politique du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. Le porte-parole des forces armées du pays a évoqué la piste d'une tentative de coup d'État impliquant des étrangers et des Congolais. On en parle avec mon invité, Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Plusieurs jours après cette situation préoccupante, dans l'esprit des Congolais, est-ce que la question se pose toujours? Était-ce un coup d'État ou une tentative d'assassinat, comme aussi l'évoquent les autorités congolaises? Le doute subsiste jusqu'à présent. Et ceux qui ont regardé les vidéos, ceux qui ont écouté les commentaires, continuent toujours à se poser des questions. Parce que si on peut parler de coup d'État classique, le coup d'État classique consiste à capturer, parce qu'il vaut mieux capturer un chef d'État quand même que de le tuer inutilement, de faire en sorte que des garnisons soient avec vous pour éviter que l'armée ne se retourne de façon loyale contre ceux qui ont fait le coup d'État, aller occuper la radio, aller occuper la télévision, faire la fameuse déclaration, suspendre la Constitution, etc. Donc, de façon générale, il y a un classique. Bon, quand ce n'est pas ce classique, c'est le coup d'État nouvelle formule où c'est la personne la plus proche du président qui attrape le président et puis le jeu est fait en accord avec les autres membres de l'armée, etc. Mais quand vous regardez ce coup d'État, vous n'avez aucun de ces schémas, si on peut les appeler des schémas. Ce qui veut dire qu'il manque des éléments concrets pour confirmer cette piste. Mais tout à fait. On fait un coup d'État contre qui? Le chef de l'État ou le ministre de l'économie? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire chez Vital Kamerhe? Un coup d'État ne commence pas chez Vital Kamerhe. D'habitude, on prend le président de la République et ensuite on essaye de prendre ses collaborateurs les plus proches. Comme on dit, on essaie de couper la tête, attraper les membres du gouvernement, etc. Mais vous commencez par lui. On peut dire que c'était peut-être une nouvelle stratégie. Vous quittez chez lui. Vous n'allez pas chez le président, vous allez dans son service à un moment où il ne s'y trouve pas. Et si vous avez vu la vidéo là-bas, vous avez des gens qui jubilent, qui présentent un drapeau comme si le coup d'État était déjà consommé, alors que pour le moment, au moment où ils jubilaient, ils avaient quoi? Mais absolument rien. Ils n'avaient ni Vital Kamerhe, encore moins le président de la République. Ça fait que beaucoup de personnes se sont posé des questions. Est-ce que c'est véritablement un coup d'État qui avait pour but de prendre le pouvoir? Ou bien, comme le disent certains des partisans de Vital Kamerhe, c'était juste une tentative d'assassinat de la personne de Vital Kamerhe en particulier. Vu le contexte politique actuel, qui en voudrait alors à Vital Kamerhe? Ça peut être plein de monde, puisque n'oublions pas qu'il a soutenu le président actuel. Il est actuellement en concurrence, bien qu'il est très bien placé pour devenir le président de la future Assemblée. Ses partisans pensent qu'on a voulu l'éliminer pour l'empêcher de devenir président de l'Assemblée. Vrai ou pas, je ne pourrais pas le confirmer, mais ses partisans défendent cette thèse en disant qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'il devienne président de l'Assemblée, raison pour laquelle on a voulu l'éliminer, alors que tout le monde sait qu'il chemine tranquillement vers cette présidence-là. Les 4 assaillants ont été tués, 4 autres capturés à la suite de la tentative de coup d'État. C'est en tout cas la formule annoncée dans les premières heures par les autorités congolaises. Mais 3 jours après, est-ce qu'on en sait davantage? Ils n'ont pas dit grand-chose de nouveau. Sauf que au départ, on a parlé d'Américains, tout le monde se posait des questions, Américains ou naturalisés américains, parce que il faut faire la part des choses. Dans les vidéos, j'ai vu une personne de peau blanche. Ils disent qu'il y en a 2. Le 3e Américain, en fait, c'est le chef lui-même. Son fils également est de nationalité américaine, mais tous c'est des Congolais naturalisés américains. Il y a également un naturalisé britannique qui est au niveau du cou. À part cela, on n'a pas trop parlé des autres nationalités. Ils ont donné des informations supplémentaires sur le mode opératoire, puisque pendant que cela était au niveau du palais, au niveau des services du président, il y a d'autres qui attendaient derrière au niveau des marécages. Mais c'est l'arrivée des renforts qui a tout chamboulé. Mais même si on parle de renforts, une 40aine de personnes pour faire un coup d'État dans un pays comme la RDC, qui est en guerre, ce ne sont pas des officiers de l'armée qui ont derrière eux l'armée,
Ça pose problème. Tout le monde n'est pas Castro, hein? C'est pas n'importe qui peut se lever, faire un assaut et puis ça va marcher. À la limite même, il faut s'interroger à voir le comportement du chef. Est-ce que le monsieur n'était pas un peu dans une situation excessive de confiance, voire même dans de l'illumination pour penser pouvoir prendre le pouvoir de la sorte? Est-ce que, Mamadou Diouf, le climat politique actuel en République démocratique du Congo aurait favorisé cette situation? On sait que depuis la présidentielle, le gouvernement, par exemple, les Congolais ont attendu longtemps la formation du nouveau gouvernement. Mais qui n'est toujours pas formé jusqu'à présent. On connaît la dame qui a été nommée première ministre, mais ça, c'est pas une surprise en RDC. Surtout pour cette élection. Puisque vous avez un peu cette tendance que moi je dénonce, où quand il y a élection, vous avez une centaine de partis, d'organisations, d'individus qui viennent se coller à la personne qu'on considère comme étant la personne qui risque de gagner les élections. Bon, même si les gens disent « je le fais parce que je crois au pays, c'est parce que je suis patriote », chacun attend, au moment du partage, sa part du gâteau. Et ça rend extrêmement compliqué la formation du gouvernement. Mais on a vu en RDC des gouvernements avec 60 ministres. D'ailleurs, vous regardez ce système, premier ministre, premier vice-premier ministre, chargé de l'économie, premier, deuxième vice-premier. C'est quoi cette architecture pour gérer un pays comme la RDC, qui en plus est en situation de guerre? C'est-à-dire là où on devrait le plus penser à aller à quelque chose de fondamental, régler une question sécuritaire, mais si les gens en sont à un partage de gâteau au point qu'il soit extrêmement difficile de mettre en place un gouvernement, mais où est la responsabilité? Justement, Mamadou Diouf, d'après vos analyses, est-ce que cet incident du dimanche dernier risque de fragiliser davantage le pays, le pouvoir en place, la politique, le système, face justement à la situation critique dans l'est du pays? Mais bien sûr, c'est une façon de fragiliser le pays. Vous avez une situation extraordinaire aujourd'hui vers Goma. Il y a une menace pour que les M23 prennent Goma, ce que tout le monde crée actuellement. Mais si au même moment, on peut faire de la déstabilisation au cœur du pouvoir, parce que le vice-premier ministre chargé de l'économie, aller au niveau du palais où travaille le président de la République, on est au cœur du pouvoir. Mais ça veut dire qu'on ouvre un front, là où pratiquement personne ne s'attendait, parce qu'il y a cet aspect surprise quand même qui est là. D'ailleurs, même certains le dénoncent en disant, mais pourquoi les forces de l'ordre ont attendu autant avant de venir, et comment se fait-il que ces gens aient pu accéder aussi facilement là où travaille le président de la République? Certains même vont plus loin en allant jusqu'à penser que, bon, le président Tshisekedi peut-être même est dedans parce que il a du mal à pouvoir gérer ce pays. C'est une façon de créer un faux coup d'État, comme on en a connu dans beaucoup de pays, pour qu'après, qu'il puisse avoir plus de poigne pour diriger avec cette poigne. Certains disent non, c'est pour en faire un alibi également pour la constitution qu'il veut mettre en place. C'est pourquoi j'ai dit le doute persiste. Il y a encore énormément d'interrogations de la part des Congolais. Même quand on regarde la presse congolaise, chacun prend son angle, chacun y va de son côté en posant toutes sortes de questions parce qu'effectivement, ce coup d'État est particulièrement atypique pour qu'on puisse avoir les mêmes angles d'analyse par rapport à ce qui s'est passé. Et dans ce climat politique tendu, Vital Kamerhe est pressenti à prendre la tête de la prochaine Assemblée nationale. C'est une nomination qui pourrait se confirmer? Ça va certainement se confirmer puisque, quoi qu'on puisse dire, il a été loyal par rapport au président Tshisekedi. N'oublions pas qu'il l'a soutenu également au niveau du premier mandat. Il a eu même passé un moment extrêmement difficile parce qu'on l'avait accusé de corruption. Il a même fait la prison avant d'être blanchi. Il y a quand même un compagnonnage avec le président Tshisekedi qui explique qu'il puisse se retrouver au perchoir au niveau de l'Assemblée. Mais c'est comme s'il y a d'autres qui n'en veulent pas. Et comme j'ai dit, avec une coalition de 100, il est évident qu'il y a plusieurs personnes qui vont être intéressées par le perchoir parce que au niveau de la RDC actuellement, avec la constitution actuelle, le Parlement a du poids dans la conduite du pays. Rappelez-vous, quand Kabila avait la majorité au niveau du Parlement, comment il empêchait à Tshisekedi, lors des premiers moments de son mandat, de pouvoir dérouler son programme comme il le veut. Donc avoir Kamerhe là-bas, un allié qui est loyal, Tshisekedi en a certainement besoin. Le problème, c'est qui veut empêcher une telle chose. L'autre élément, vous avez l'opposition qui a de tout le temps contesté le résultat des
des élections, même si l'opposition a eu également du mal à étayer véritablement ce que l'opposition a défendu comme corruption et manipulation au niveau du vote. Bon, est-ce que c'est l'opposition qui a tenté de faire un coup d'État? Je n'ai vraiment pas vu d'analyse allant dans ce sens-là. Pour terminer, Mamadou Diouf, quel impact peut avoir cette incertitude politique en RDC sur la guerre qui se déroule dans l'est du pays? J'ai aimé sur ce plan-là la réaction de la Lucha, une organisation de la société civile qui dit clairement, eux ils ne se rentrent pas, ils disent coup d'État ou pas. C'est-à-dire ils n'essayent pas de dire ça, c'est un coup d'État ou ce n'est pas un coup d'État. Ils disent coup d'État ou pas, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de régler la question de la sécurité. La priorité, c'est de régler les problèmes des Congolais. Ils lancent l'alerte même en disant, attention, n'en profitez pas pour venir réduire les libertés des gens, réduire l'expression des gens et réduire l'espace démocratique. C'est l'analyse, moi, qui m'a le plus intéressé dans cette affaire, et je trouve que c'est une très bonne lecture de la situation qui se passe aujourd'hui, parce que toutes les hypothèses qu'ils sont en train de poser sont des hypothèses vers lesquelles on peut se trouver demain. Est-ce qu'une enquête est ouverte? Bien sûr, une enquête est ouverte, ça a été annoncé, il y a même des personnes qui ont déjà été entendues. Quand on regarde ce que la presse congolaise a relaté, ça, c'est vraiment tiré par les cheveux. Il y a quelqu'un qui dit non, ils sont venus parce que le chef Malanga leur a dit ils vont faire le coup d'État avec les Américains, donc tout est là, etc. Ils vont créer le nouveau Zaïre. Bon, c'est vraiment tiré par les cheveux ce qui est sorti pour le moment des interrogatoires des prisonniers, parce qu'il y a eu des prisonniers parmi les assaillants. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.